la question du jeu de rôle. Un jeu de rôle, donc, si vous n'y êtes pas très familier, vous incarnez un personnage dans un univers qui est mis en place par un maître du jeu. Généralement, les décors habituels, c'est plutôt la medieval fantasy, avec évidemment Donjons et Dragons, Pathfinder après, l'ASF, avec eh bien, Starfinder par exemple, ou des choses un peu plus modernes, comme le monde de Cthulhu, ou Vampire Masquerade, il me semble aussi. Voilà, mais c'est vrai que, un peu comme dans le jeu vidéo, l'univers préhistorique est assez délaissé et ça donne beaucoup de questions, hein, d'enjeux. Comment créer un environnement de jeu dans cet espace qui finalement reste à découvrir. Donc je vous laisse avec Emmanuel Roudier et je prépare votre PDF. Le micro marche. Non. Maintenant. Ah, le bouton rouge, d'accord, très bien. Ok. Alors, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Emmanuel Roudier. Et ce que je vais vous présenter là, pour l'heure qui vient, c'est un jeu de rôle qui s'appelle Wurm. C'est un jeu de rôle qui est sorti. Alors, celui que je vous présente, qui est celui-ci, il est sorti il y a 5 ans maintenant. Et c'est un jeu qui a une histoire, en fait. L'élaboration de ce jeu, elle s'est faite petit à petit. Et il est d'abord apparu à partir d'un travail que j'ai fait en tant qu'auteur de bande dessinée. Donc on va revenir sur tout ça pendant cette petite conférence. Et vous allez voir que du coup, ce que je vais développer en fait là, avec vous, c'est à la fois donc, la genèse du jeu, d'où il vient, quels sont les thèmes qui ont sous-tendu la création de ce jeu. C'est aussi, je vais aborder le game design, c'est-à-dire comment j'ai élaboré la mécanique de jeu, parce qu'un jeu de rôle c'est un jeu de société avant tout, hein. Comment j'ai élaboré la mécanique de jeu pour donner envie de s'intéresser à la préhistoire, et puis pour éprouver des sensations qui seraient éventuellement proches de celles que pouvaient ressentir nos ancêtres. Et ensuite, eh bien, on va voir aussi comment tout ça en fait prend vie, puisque ce qui est intéressant comme création quand on fait un jeu de rôle, par rapport à par exemple une création en bande dessinée ou en roman, c'est-à-dire que le récit réel dans un jeu, il se fait pendant la partie en cours. Et pendant la partie, eh bien, c'est une création collective que vont faire ensemble les différents joueurs avec le meneur de jeu. Et là, ce qui est amusant en tant qu'auteur, c'est qu'on découvre une prise en main de sa création par les gens qui s'approprient le jeu et qui vont développer des éléments du jeu auxquels on n'avait pas forcément pensé, ou en tout cas qu'on n'avait peut-être pas pressenti comme essentiel au jeu. Et je vais, dans une dernière partie, aborder justement de quelle manière en fait les choses ont un peu dépassé les idées que j'avais projetées dans ce jeu au tout départ. Alors, donc voilà donc la couverture de Wurm, qui est donc ce jeu de rôle à la préhistoire. C'est la deuxième édition de ce jeu. On reviendra sur l'histoire du jeu après. Et donc, comme je vous disais, en fait, au départ, je ne suis pas auteur de jeux de rôle, enfin si, je le suis maintenant, mais j'ai commencé à travailler dans le jeu de rôle il y a très longtemps de ça, c'était il y a presque 30 ans, quoi. Mais en réalité, mes premiers travaux vraiment d'auteur qui m'ont fait vivre, c'était de la bande dessinée. Et donc, cela dit, c'était de la bande dessinée préhistorique. Puisque, en fait, ce qui m'intéresse, ce qui a été le moteur toujours de ma création, c'est de raconter des histoires qui se passent dans la préhistoire. C'est vraiment ma passion depuis le départ, et je vais revenir un peu sur les raisons pour lesquelles ça m'a beaucoup inspiré. Là, je vous présente un petit échantillon de ce que j'ai publié dans les années passées. Néandertal, qui est une saga qui se passe avec les Néandertaliens. La guerre du feu, c'est l'adaptation du roman, hein. Voilà, c'est sorti chez Delcourt aussi il y a quelques années de ça.
Roselle, c'est une BD, c'est la toute dernière BD que j'ai sortie, je crois qu'elle est sortie il y a quoi? Il y a 12 ans? 2 ans? Ouais, je crois, ça c'est le film. Qui traite d'un site archéologique, qui est le site du Roselle en Normandie, qui est un site passionnant. Et Panterpal qui va sortir donc aux éditions Fedora, qui est un roman illustré pour le coup. Voilà, donc là on est dans une création de bande dessinée pure, voilà, sauf pour le roman, mais qui partage donc un univers, l'exploration d'un univers préhistorique. Et ce qui était amusant, c'est que, puisqu'effectivement je suis rôliste, moi j'ai commencé à jouer au jeu de rôle quand j'avais 12 ans, en fait l'idée de bâtir un univers cohérent et commun, elle s'est faite un petit peu malgré moi, c'est-à-dire qu'à force de créer des scénarios qui se passaient dans ces temps anciens, et ben en fait, alors j'ai pas pu le faire moi tout de suite, mais c'est un pote en fait, qui a tracé le fil qui reliait en fait tous ces récits entre eux dans un univers un peu cohérent. Et la base en fait de cet univers, c'est cette première BD que j'ai sortie donc il y a 20 et quelques années pour le premier tome. Là après voilà, c'est les intégrales maintenant. Donc à gauche c'est l'intégrale qui est en noir et blanc qu'on a chez Fedora. Et à droite, vous voyez que c'est une autre intégrale, alors qui est plus disponible actuellement, mais qu'on avait sorti avec mon éditeur de jeux de rôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce récit-là, qui s'appelle Vona, c'est le récit fondateur en fait de ce qui a ensuite donné le jeu de rôle Wurm. Et en fait, c'était à l'époque où je créais cette bande dessinée, où je jouais avec mes amis, on faisait des jeux de rôle, quoi, et j'avais envie de les faire jouer dans cet univers préhistorique qui était très difficile à trouver en jeu de rôle. On va y revenir après, mais ça n'existait quasiment pas. Donc j'avais créé un petit jeu, une première version du jeu qui n'était pas top, mais j'en avais créé une à 10-15 ans avant, mais qui était encore balbutiant, et j'en ai créé plusieurs versions. Et c'est ce jeu que j'ai eu envie, en fait, pendant des vacances où j'avais un peu de temps, j'ai rédigé une base en fait de ce jeu de rôle et je l'ai donné en libre accès sur un site de partage, un forum, comme on appelait ça à l'époque, ça existe encore un peu, un forum où on partageait des jeux de rôle, et ça a très bien fonctionné, c'est-à-dire que du coup il y a plein de joueurs qui ont trouvé cette proposition ludique intéressante, et du coup ce jeu a fait l'objet ensuite d'une édition. Mais donc c'était au départ le partage d'un univers pour jouer dans le monde de cette BD. Et pourtant, l'univers vraiment de la BD ne se retrouvait pas dans le jeu, et on va y revenir. Alors le premier thème que j'ai eu envie de développer à la fois dans ces bandes dessinées et dans le jeu de rôle, et c'est en fait ce qui a motivé les toutes premières créations en fait, et l'exploration de ce thème, c'est la rencontre entre Néandertal et Sapiens. Alors quand on parle de la préhistoire, on parle d'une période immense qui dure plusieurs millions d'années, mais moi là bien sûr je choisis un créneau puisque je ne fais pas une préhistoire on va dire synoptique comme un temps du rêve, comme ça doit être par exemple le cas pour des pharaons, tout ça, mais c'est plutôt vraiment sur une période, et là donc on est sur il y a environ 40 000 ans à peu près, et avec cette rencontre, alors quand j'ai commencé mes tout premiers projets sur l'archéologie en création de fiction, l'image de l'homme de Néandertal était très dévalorisée, on était encore sur l'idée d'une sorte de brute épaisse, avec un cerveau certes un peu plus gros, mais en même temps qui fonctionnait pas bien, enfin voilà, il était vraiment, il avait un délit de faciès sévère, et ça me le serrait. J'avais envie de proposer quelque chose, non seulement qui montrait que l'homme de Néandertal pouvait être un homme doté de culture, un homme et une femme bien entendu, mais aussi, et ça c'était capital, mais aussi que ces sociétés archaïques, plus qu'archaïques, préhistoriques donc, qui avaient déjà des cultures, n'était pas la rencontre entre ces deux humanités n'avait pas forcément été faite uniquement de conflits, de compétitions, etc. Ce qu'on entendait beaucoup à l'époque, à ces années 90, on était encore baigné dans toute cette idéologie. Et donc, moi, j'avais envie de montrer un espèce de contre-pied. Et donc, c'est parti sur une romance, une histoire d'amour, c'était assez marrant. Donc, le premier thème, c'était cette rencontre
entre Sapiens et Néandertal. Et on retrouve ça, bien sûr, dans le jeu de rôle, puisque un jeu de rôle vous propose d'incarner un personnage. Et on va y venir après, parce qu'il ne faut pas que je me disperse. Voilà, juste simplement pour un petit point pour ceux qui ne sauraient pas qui est l'homme de Néandertal. Je pense que là, tout le monde sait à peu près ce qu'est un homme de Néandertal, mais juste pour refaire un petit point, c'est donc un cousin disparu, l'homme de Néandertal. Pendant très longtemps, on pensait qu'on n'avait aucun lien en réalité avec ses ancêtres disparus. Finalement, il s'avère qu'on partage une partie de son ADN. Et là, vous voyez en fait cette illustration que j'ai faite pour un livre il y a quelques années de ça, où on voit la découverte d'un des tout premiers, alors pas le premier, puisque le premier il a été découvert dans les années, enfin au 19e siècle, mais celui-ci c'est au début du 20e siècle par les frères Boussoni qui découvrent l'homme de la Chapelle aux Saints en 1908. Et en fait, j'avais ensuite illustré pour le musée de l'homme de la Chapelle aux Saints cette reconstitution de la sépulture de ce vieil homme de Néandertal, qui est un des premiers qu'on a trouvé en France. Voilà, donc ça, et donc les Néandertaliens, alors à l'époque, les tout premières représentations, on les présentait comme des gens à moitié simiesques et tout ça, et finalement, donc maintenant, on a une idée un peu plus fine de ce à quoi ils pouvaient ressembler. Et mon propos dans la BD, mais du coup dans le jeu de rôle, c'est de donner la possibilité aux joueurs d'incarner, notamment, s'ils le souhaitent, des hommes ou des femmes de Néandertal. Donc il faut proposer une mise en scène de leur culture, de leur façon de vivre, mais aussi justement de l'esthétique de ces personnages, un truc qui fasse un peu envie, quoi. Voilà, du coup, à quoi ressemble un petit peu la proposition que je fais de ces reconstitutions d'hommes de Néandertal, d'hommes et de femmes, puisque vous voyez que là, en fait, sur le portrait à droite, là, que j'avais fait justement c'était pour les 150 ans de la découverte de Néandertal, c'était pour le musée en Allemagne. Là, le personnage féminin, c'est l'héroïne de la BD Vouna. C'était il y a 20 ans déjà. Voilà. Et donc, bien sûr, dans un jeu de rôle, on va y revenir, mais dans un jeu de rôle, l'idée c'est de s'immerger dans un univers. Donc là, cet univers proposé, c'est un univers préhistorique. Et du coup, c'est bien entendu, donc ces hommes de Néandertal, mais aussi ces premiers Homo sapiens arrivés en Europe, puisque on va y revenir, mais ça se passe en Europe, eh bien, c'est aussi de mettre en scène le monde dans lequel ils vivent. Et là, on est sur l'ère glaciaire, donc qui est caractérisée par effectivement ces grands, ces paysages ouverts de steppe, par exemple, et une présence considérable d'une faune sauvage, ce qu'on appelle une mégafaune même, avec des créatures colossales comme les mammouths ou les mégacéros ou les bisons. Voilà, donc l'idée c'est de donner les éléments, et c'était un thème qui était très, très important pour moi, donner les éléments pour s'immerger dans un monde où il y avait ces deux humanités qui se rencontraient, les hommes de Néandertal et les Homo sapiens, les tout premiers qui arrivent en Europe il y a environ 40-50 000 ans, peut-être un peu plus tôt, on ne sait pas, les choses évoluent très vite en ce moment. Deuxième thème qui était majeur en fait dans la création de mes premières bandes dessinées et que j'ai voulu importer dans le jeu Wurm. Alors, juste pour vous dire, Wurm, le nom Wurm, ça paraît un peu bizarre, hein. Qu'est-ce que c'est que ce nom Wurm? Wurm, en fait, il s'agit d'une période glaciaire qui prend le nom d'une vallée alpine. Maintenant, on l'utilise plus trop, on dit le Léchélien par exemple, mais le Wurm et le Wurmien, c'est le nom d'une période glaciaire et c'est le nom de la toute dernière période glaciaire qui a concerné notamment l'Europe, qui s'est arrivée il y a environ 10 000 ans, qui a commencé il y a à peu près 80 000 ans. Et donc on est en plein cœur de cette ère glaciaire, même s'il y a 40 000 ans, c'est pas dans le plénitude glaciaire, on est dans une ère glaciaire un peu soft. Voilà, donc en tout cas, là vous voyez un écran du bonheur de jeu qui avait été fait pour la première édition du jeu. Et donc une chose importante à mettre en scène dans ce jeu, qui prenait appui sur l'archéologie, du coup là, c'était l'imaginaire des gens de la préhistoire. Alors, l'imaginaire, pourquoi est-ce qu'il est important? Tout simplement parce que c'était crucial de donner la possibilité non seulement aux gens de comprendre qu'on parle de gens qui ont une culture qui n'est pas seulement matérielle mais qui est aussi spirituelle, et de donner aussi des billes pour les gens qui veulent créer leurs propres histoires, parce que le principe d'un jeu de rôle, c'est
on ne va pas, contrairement à un roman ou une BD où on livre un récit déjà tout fait, là on donne des clés, on donne une boîte à outils pour que les gens fassent leur propre récit et qu'ils les partagent autour de la table avec leurs camarades de jeu. Donc il fallait qu'ils nous donnaient des billes aux gens pour qu'ils puissent avoir envie de raconter des récits qui aillent au-delà en fait, du terre-à-terre et qui aillent vraiment flirter peut-être avec les contes, les légendes, les récits un peu mystérieux, ça qui donne de l'épaisseur à la culture paléolithique, puisque là on parle du paléolithique début supérieur, pour ceux qui connaissent les datations, enfin les aires géologiques et archéologiques. Donc les animaux, vous voyez qu'en fait là, voilà, j'ai passé un peu vite, mais cet imaginaire des gens de la préhistoire, c'est essentiellement, on parle des animaux, hein, c'est grosso modo, alors, il s'inspire pour beaucoup de la trace majeure qu'on a en fait de cet imaginaire et de cette culture, qui est l'art pariétal. L'art pariétal, vous voyez que là c'est donc un écran de meneur de jeu, où je reprends, sans le copier, parce que je ne voulais pas être trop dans la copie, mais je m'inspire très très fort du panneau des lionnes de la Grotte Chauvet. Et c'est un chef-d'œuvre hein, absolu de l'art préhistorique. Et voilà, et donc c'est la mise en scène de la vie, d'une scène de chasse, on ne sait pas exactement, des hommes de la préhistoire, avec la préhistoire très ancienne qui correspond à peu près à la période mise en place dans le jeu. Et donc on a cette forte présence d'animaux dangereux, hein. Le rhinocéros, le bison, le lion, on a aussi du mammouth. Le bestiaire va un peu changer au fil des millénaires, puisque ensuite on va être beaucoup plus sur le cheval, le roc et le bison. Mais là, à cette époque-là, on a du lion, par exemple. Et donc, bien sûr, la présence des animaux, elle est capitale et elle va être fondamentale dans le game design du jeu. Bon, on va y revenir. Donc les animaux, voilà, je vous disais, hein, donc, alors avec une dimension, vous voyez là, c'est la couverture d'un des suppléments pour jeu qui s'appelle Terres ancestrales. Et là, on a donc un cerf mégacéros et un cygne noir. Il n'y avait pas de cygne noir en Europe, pour le bien de l'histoire, on en avait fait un. Et vous voyez qu'à côté, donc là, on a une galerie d'animaux qu'on va être commandé pour la grotte Chauvet, et qui met en scène, voilà, c'est toute une galerie des animaux qu'on pouvait trouver à l'époque. Et c'est des animaux qui, qui portent tous un imaginaire. C'est-à-dire qu'on pense bien hein, que de la même manière que nous, on a un rapport particulier à certains animaux, bien entendu, nos ancêtres aussi. Hein, et le lion n'était pas royal puisqu'il n'y avait pas de roi, mais c'était quand même un symbole de puissance, de la même manière que par exemple le roc pouvait être un symbole de prestance, ou en tout cas l'ours de puissance aussi. Alors, bizarrement, il y a des choses qui pouvaient changer. Par exemple, le renard, vous voyez qu'il y a un renard là-haut, le renard polaire. Alors le renard, il n'était probablement pas un symbole de ruse, puisqu'il est devenu un symbole de ruse à partir du moment où il a commencé à voler des poules. Et en réalité, on n'élevait pas de poules à l'époque. Donc il y a des choses qui ont pu changer. Vous voyez, mais globalement, la fréquentation et le rêve autour de ces animaux, il était probablement à peu près le même que le nôtre actuellement. Et donc, je m'en suis beaucoup inspiré pour la création du jeu. Vous allez voir tout à l'heure. Le lion, par exemple, hein, vous voyez que là, c'est une reconstitution d'un lion des cavernes. Alors, on pense qu'il n'a pas de crinière, y compris le mâle, puisqu'on n'en trouve pas, notamment dans la représentation pariétale. Néanmoins, c'est un animal majestueux qui était capital, très important à cette époque-là. Là, vous voyez que j'ai fait un dessin qui reconstitue une gravure pariétale qui se trouve à la grotte d'Alden, pas très loin d'ici, et qui est très ancienne. Hein, on suppose qu'elle est à peu près datée de grosso modo la même période que Chauvet, puisque c'est le même bestiaire. Voilà. Mais donc là, on voit cette femme qui trace le profil de ce lion. Mais les lions, ils sont intéressants aussi pour une raison importante à cette époque-là, c'est qu'on a cette figurine qui est capitale aussi là dans la manière d'aborder ensuite le jeu que je vais faire, qui est cette figurine de Steinstadel, qui se trouve en Allemagne dans le Jura Suab, je crois, qu'on a trouvé, qui datait d'il y a environ 35, je crois, peut-être un peu plus, je ne sais même plus exactement. Mais voilà, c'est une figurine d'un homme ou d'une femme à tête de lion,
puisque là on est vraiment sur un personnage thérianthropique, comme on appelle ça, donc un homme animal. C'est donc excessivement ancien. Et déjà à cette époque-là, on a un imaginaire d'êtres composites, tels qu'on va les retrouver par exemple, bien entendu, chez les Égyptiens ou quoi. Mais voilà, donc on a déjà un personnage qui est alors un sorcier, un dieu, un chaman, un être mythologique, on ne sait pas, peut-être un ancêtre. En tout cas, je m'en étais servi du coup pour ma première BD. Et l'idée d'explorer justement une pensée comme ça, qui serait une pensée un peu magique, qui ne serait pas juste la vénération des animaux, simplement parce qu'ils ont des vertus totémiques ou quoi, on peut se référer après à d'autres cultures comme les cultures aborigènes et tout ça. Mais là, on est vraiment sur une spécificité qui est le fait qu'on a ce lien un peu magique avec l'animal et ces sorciers ou ces héros qui peuvent avoir des caractéristiques, y compris physiques, animales. Donc c'était une chose que j'ai vraiment voulu développer dans les BD d'abord, et ensuite dans le jeu, pour donner cette dimension qui me semble importante d'explorer les possibilités d'aller au-delà simplement de la vie quotidienne dans un jeu, mais vraiment de mettre en scène un imaginaire, des légendes et tout ça. Voilà, donc pour finir juste sur cette thématique un petit peu de l'imaginaire, on a l'imaginaire des grottes. Donc là, vous voyez en haut, là, en haut à gauche, là, c'était une exploration d'une caverne qui est pour un scénario justement de Wurm. Ce sont des enfants qui, pour une épreuve initiatique, doivent descendre dans une caverne où des choses bizarres se passent. Et en bas à droite, on a une reconstitution que j'ai faite il y a quelques années pour un documentaire des cercles de stalagmites de la grotte de Bruniquel, qui est bien plus ancienne. D'ailleurs, ces cercles sont bien plus anciens que la période du jeu, puisque là on est à 180 000 environ, alors que la période du jeu c'est il y a 40 000 ans. Mais on a quand même, pour vous dire que cet univers des cavernes, avant même d'être un univers où on allait dessiner éventuellement des animaux par exemple, de toute façon il était chargé d'une magie, et en tout cas il était investi pour sans doute des rites, on ne sait pas, parce que probablement que c'était pas juste pour s'abriter qu'ils avaient mis ça à 300 mètres de l'entrée. Donc voilà, c'est une partie de l'imaginaire que j'ai voulu conserver également, à la fois dans mes bandes dessinées, dans mes romans, mais surtout dans le jeu de rôle, pour l'offrir comme un élément de jeu aux joueurs. Donc voilà, du coup en 2020 sort la gamme Wurm. Alors je dis la gamme parce qu'effectivement, vous voyez qu'à gauche c'est le livre, ce qu'on appelle le livre de base, c'est le livre qui va présenter les règles du jeu. Alors un jeu de rôle, comment ça se présente? Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un jeu de société. On y joue autour d'une table, exactement comme on joue au Monopoly ou au Trivial Pursuit, sauf que le but du jeu, c'est de vivre une aventure en commun. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, tout le monde est gagnant si l'aventure est belle, quoi. Et un des joueurs va prendre un rôle particulier, qui est celui qu'on appelle le meneur de jeu, ou le maître de donjon à l'époque, le meneur de jeu, qui est celui qui est à la fois l'arbitre de la partie et le conteur. Il a une posture spéciale parce qu'il raconte une histoire, et tous les autres joueurs vont jouer en fait les héros de l'histoire, les protagonistes principaux. Ils interprètent ces protagonistes dans un récit que le meneur de jeu va mettre en place. C'est en général tout simple, Ça peut commencer simplement en disant voilà, telle personne a disparu depuis quelques jours, vous ne l'avez plus vu, qu'est-ce que vous faites pour aller le retrouver? Et chacun des personnes, des joueurs, interprétant un personnage, va décider de ce qu'il va faire. Et ensuite, il y a un certain nombre de mécaniques de jeu qui vont régler la question du hasard. Donc le livre de base, il va raconter comment vivent les gens de cette époque, pour tout simplement donner un contexte, et puis il va donner aussi des mécaniques de jeu ludiques, on va y revenir, pour mettre en scène les parties. Et après il y a d'autres, vous voyez, donc l'image un peu longue là qu'on voit là, c'est l'écran de meneur de jeu que je vais vous montrer tout à l'heure, qui va servir à donner un rappel des règles du jeu et à cacher les secrets que le meneur de jeu veut garder pour lui. Et donc le livre que vous voyez au tout milieu qui s'appelle Terres ancestrales, c'est un livre qui décrit davantage encore le contexte du jeu. Donc ça c'est sorti il y a environ 5 ans, et il y a d'autres bouquins qui sont sortis depuis.
Alors, un petit topo là sur les jeux de rôle, justement, parce qu'on en a parlé un peu. Alors, les jeux de rôle, ça existe depuis les années 70. Et je vous en montre trois des plus archi connus. Le tout premier, c'est Donjons et Dragons, qui est encore le jeu de rôle le plus joué dans le monde, et notamment aux États-Unis, où c'est quasiment synonyme de jeu de rôle là-bas. Donjons et Dragons, là, je vous présente en fait le jeu qui est tout en haut à gauche, c'est celui avec lequel j'ai commencé en fait, c'était vraiment dans les années 80. Et puis là, en dessous, vous avez les toutes dernières versions en date de ces jeux, parce que ces jeux sont réédités continuellement dans des nouvelles versions, mises à jour, avec des règles ajustées pour aller dans le sens de l'ère du temps ou des nouvelles habitudes de jeu. Donjons et Dragons, qui est donc un jeu où on joue des héros typiques médiévaux ou un peu antiques, avec de la fantaisie, des dragons et tout ça, bien sûr. Comme vous avez dit tout à l'heure, Florian, l'Appel de Cthulhu, qui est un jeu qui va mettre en scène des enquêtes paranormales dans un univers qui est basé sur celui des écrits de Howard Philip Lovecraft. Voilà. Et un autre jeu qui a été important au niveau de la pop culture dans les années 90, qui est Vampire la Mascarade, qui a apporté un nouveau souffle, on va dire, au jeu de rôle en mettant l'accent sur les interactions sociales et sur les complots, plus que sur l'exploration ou les énigmes. Et donc, voilà, ces jeux, c'est un peu des repères et ils fonctionnent avec des mécaniques assez différentes. Et toutes ces mécaniques de jeu sont adaptées pour mettre en scène, pour donner le parfum du récit qu'on veut créer autour de la table. Si par exemple je joue à Donjons et Dragons, il va y avoir des éléments de jeu qui sont capitaux en game design, qui vont être les points d'expérience, les niveaux, les caractéristiques, tout ce que vous allez retrouver dans tous les RPG en jeu de rôle classique, par exemple, y compris en jeu vidéo par exemple. C'est des éléments qui sont devenus constitutifs de la plupart en fait des jeux vidéo actuels, notamment les XP et tout ça. Si vous jouez donc dans l'Appel de Cthulhu, vous allez avoir la mécanique de la santé mentale, puisque les personnages vont être confrontés à des choses horribles et dérangeantes. Et une mécanique aussi qui repose sur le pourcentage, puisque c'est quelque chose de... On va être sur un contexte de jeu beaucoup plus contemporain, donc plus scientifique. Le pourcentage, c'est quelque chose de plus neutre. Et puis Vampire, ça va jouer beaucoup avec des pouvoirs et avec, on va dire, des règles, on va dire, de clanique. Voilà, bon, je ne vais pas trop développer, mais c'est le mécanique de jeu, le cœur de la mécanique de jeu va être dans ces relations entre clans et sur les pouvoirs des personnages. Dans Wurm, il a fallu que je développe un game design qui allait donner vraiment la sensation de jouer dans un climat de culture préhistorique. Fantastique, bien entendu, enfin fantasmé aussi. Hein. Bien sûr, parce qu'on n'est pas du tout sur... on n'a aucun document qui va nous certifier qu'on pensait de telle ou telle manière à cette époque-là. À l'époque, il faut dire, donc, dans les années début 2000, où les toutes premières versions du jeu ont commencé à apparaître, un des seuls jeux qui existait à l'époque, c'était GURPS Ice Age, qui présentait un type en peau de bête avec un petit gratin de sable. On était vraiment sur le côté pulp complètement. À la limite, on aurait pu avoir même un dinosaure en fait dans le fond d'image. C'était vraiment dans le style. Mais déjà, c'était quand même pas mal parce qu'en fait, on était vraiment sur le côté préhistoire de l'âge glaciaire. Donc quand même un peu plus archéologique, et en fait quand on allait voir les règles de ce jeu, elles n'étaient pas si mal, et c'était pas fait en dépit du bon sens, mais c'était quand même un truc un peu random, enfin, c'était pour un système de jeu très, très générique, une adaptation un peu à jouer dans l'ère glaciaire. Et donc ma première version de Wurm, c'est celle-ci. Alors c'est pas la toute première parce qu'il y a une version dite amateur qui a été faite avant, mais la première version éditée, sortie il y a une douzaine d'années, c'était celle-ci aux éditions Icar. Et c'était donc une version un poil plus light et un peu moins affinée que la version récente. Et donc celle-ci est sortie il y a une douzaine d'années. Et puis l'éditeur avait fait faillite, enfin peut-être pas fait faillite, mais je pense qu'il
il n'en pouvait plus, c'est compliqué. Et donc on est reparti pour une nouvelle édition chez un autre éditeur. Alors, comme je vous l'expliquais, un jeu de rôle, ça se joue autour d'une table avec des camarades de jeu, un meneur de jeu, et chaque joueur va interpréter un personnage. Donc comme quand vous jouez à un jeu vidéo, vous avez, notamment un RPG, vous avez le personnage il a des caractéristiques pour le définir. Alors souvent ça va être un niveau, ça va être par exemple des jauges d'endurance, par exemple, etc. Et tout ça, ça puise en fait son origine dans les jeux de rôle papier traditionnels, ou notamment dans Donjons et Dragons, où on a cette feuille de personnage qui est en fait le seul élément dont disposent les joueurs quand ils jouent à ce jeu, parce qu'il n'y a pas de plateau de jeu vraiment. On va dire le seul plateau de jeu, finalement, c'est l'écran du meneur de jeu qui donne une sorte d'élément graphique, un repère graphique. Mais sinon, il n'y a pas de plateau de jeu. Tout l'univers du jeu va être décrit par le meneur qui va mettre en scène l'histoire. Et ce que les joueurs ont avec eux, c'est cette feuille de personnage qui va être customisée vraiment spécifiquement, puisque la grande force d'un jeu de rôle, c'est de permettre de créer des personnages très variés, autant que ce que veulent les joueurs, puisqu'il y a une grande liberté dans la possibilité d'interpréter tel ou tel style de héros ou d'héroïne. Là, les feuilles de personnages que vous voyez, en fait, c'est la première version de la feuille qui était faite pour Hurle, mais la toute dernière version en date. Et vous voyez qu'il y a des éléments qu'on retrouve, parce que c'est à peu près la même chose, mais vous voyez par exemple qu'il y a forces et faiblesses, talents et savoir secret. Ce sont des éléments importants de la mécanique de jeu. Toute la mécanique de jeu, en fait, dans Wurm, elle se décale un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de trouver dans certains jeux de rôle, comme par exemple Donjons et Dragons ou même l'Appel de Cthulhu, puisque la spécificité de ce game design, c'est que on doit interpréter des gens à la préhistoire qui sont des survivants, qui savent à peu près faire tout ce qu'ils auraient besoin de faire pour survivre, et qui sont adaptés parfaitement à leur milieu. Donc a priori, c'est des gens qui n'ont pas de grosses faiblesses et dans un monde qui ne quantifie pas les choses de manière précise. On ne peut pas mettre un compte précis, par exemple, de points de force et tout ça. Donc j'ai pris le parti de ne pas faire de caractéristiques et de ne pas faire ce qu'on trouve dans d'autres jeux de rôle, c'est-à-dire une liste de compétences, par exemple, savoir pêcher, savoir courir vite, monter aux arbres, etc. Tout ça, c'est réglé de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus, on va dire, imagée par ce qu'on appelle les forces. Dans Wurm, les personnages n'ont pas de caractéristiques et pas de compétences, mais ils ont des forces. Et ces forces, pour aller puiser dans l'imaginaire de la préhistoire, eh bien, elles sont quasiment toutes liées à un esprit animal. Vous allez voir ça dans un instant. Alors, là, il y a donc ça, c'est les deux feuilles du personnage qu'on a jusqu'à présent. Et il y en a encore une autre qui est disponible. Alors, c'est celle-ci, voilà, qui est en fait la version simplifiée encore du jeu, la version découverte, où en fait la feuille de personnage est vraiment, alors elle est simplifiée au maximum, et on va trouver quelques éléments. Et surtout les forces qui vont venir en dessous de la carte, là, qui n'apparaissent pas dessus, mais qui vont venir en dessous pour donner en fait les spécificités du personnage, ouais, qui est décrit. Là, c'est un personnage qui est déjà fait pour que les joueurs puissent, les joueurs et les joueuses, puissent rapidement jouer sans avoir à prendre le temps de créer leur propre personnage. Là, il y en a 16 en tout de disponibles, enfin 8 garçons, 8 filles. Et donc voilà, c'est pour aller encore plus vite, les personnages sont déjà créés. Mais toujours est-il que du coup, ces personnages vont être liés à des forces. Alors, avant de revenir sur le système de jeu, je vais vous montrer ces forces. Et vous voyez, donc c'est donc là, je vais partir, on va dire, de l'archéologie au sens de la représentation des animaux qu'on trouve dans l'art pariétal, mais aussi de ce que les animaux nous inspirent à nous, puisqu'il faut que ça parle quand même aux joueurs de notre époque, pour donner un certain nombre de qualités
qui vont être typiques des animaux de l'ère glaciaire. Et donc chacun de ces animaux va être porteur de qualités, et le héros que vont interpréter les personnages va être doté de ces qualités. Ils vont en avoir quelques-unes, aucun personnage ne pourra les avoir toutes. Les personnages vont d'abord commencer avec 3 de ces forces, ils pourront en acquérir une 4e, et en fait le choix de ces forces va créer un lien entre ce que sait faire le personnage dans le jeu et une partie du monde qui l'entoure, donc un espèce d'esprit totem, et par exemple il va y avoir un lien avec l'esprit du cheval, ou un lien avec celui de l'ours, ou du mammouth, etc. Et donc, non seulement le personnage se définit en tant qu'acteur dans le jeu avec des capacités particulières, mais en plus il se définit en tant que lié à un certain type d'animal, et avec donc tout ce que ça induit. C'est-à-dire que non seulement il y a la ressemblance un peu physique, mais il y a aussi la ressemblance mentale. Par exemple, si vous êtes proche du lion, du coup, peut-être que vous n'allez pas jouer de la même manière que si vous êtes proche de la fouine. Donc ça, c'était une question de game design qui est venue après des tests. Au début, j'avais des versions qui étaient moins spécifiquement adaptées à cet univers animalier. Et puis, en testant le jeu, je trouvais que ça manquait de saveur. C'est comme ça que je suis venu petit à petit sur des choses plus radicales comme ça, avec un système de jeu qui s'est de plus en plus simplifié pour obtenir justement ce résultat sans caractéristiques et avec juste ces liens totémiques. Mais quand je dis simplifié, vous voyez que là c'est l'intérieur des 2 écrans que vous trouvez. Alors celui-ci n'est pas encore disponible, mais il le sera bientôt. Mais ce que vous voyez là-haut, donc marqué sous le système de jeu, c'est l'intérieur de ce qu'on appelle l'écran du meneur de jeu. C'est-à-dire que c'est un rappel des règles que le meneur de jeu va avoir devant lui, à l'intérieur de ce paravent qui lui sert notamment à cacher ses notes pour le scénario qui est en cours. Une des spécificités, encore que je rappelle du coup pour le jeu de rôle, c'est que c'est un jeu de société où on ne joue jamais 2 fois la même chose. Chaque aventure est différente, à chaque fois c'est une nouvelle histoire. C'est comme si vous avez à chaque fois un nouveau roman d'Agatha Christie. Voilà. Donc, là, c'est à chaque fois une nouvelle histoire qui est mise en scène. Donc, les joueurs qui doivent interpréter ces personnages, ils savourent cette histoire s'ils ne la connaissent pas. Il ne faut pas la découvrir, il ne faut avoir aucun indice, il faut être comme ça, vierge de toute information et découvrir au fur et à mesure du jeu les mystères de l'aventure. Donc, vous voyez que en fait, là, tout ça, c'est des tableaux. Alors, c'est pas l'essentiel du jeu, hein, mais c'est des tableaux qui vont donner, en fait, des indications sur comment gérer telle et telle chose. Ça semble très compliqué. Quand on voit tous ces trucs-là, on se dit, bon là, c'est compliqué. Et pourtant, on est sur un jeu qui est assez simple en réalité. Mais il y a plein de petits détails. Et c'est toute la difficulté quand on fait du game design en jeu de rôle, c'est d'arriver à la fois à avoir un système qui est très simple à prendre en main. Par exemple, en fait, Wurm, c'est un jeu qui se joue aussi simplement qu'on joue au 421. C'est vraiment, on lance 3D ou 2D, et on regarde, enfin, il suffit de faire 7 ou 10, ou voilà. Et en gros, c'est pas plus compliqué que ça. Mais pour le meneur de jeu, qui lui va mettre en scène tout ça et qui va faire l'arbitre, il y a des spécificités, il y a des petites astuces qui vont permettre de mettre en scène l'univers. Et c'est vrai que du coup, ça crée un nombre de petites tables. Là, par exemple, vous voyez tout en haut, on a une petite table pour le climat. Alors là, on va lancer un dé, et puis selon la saison dans laquelle on est, on va voir s'il fait plutôt beau ou s'il fait mauvais, etc. Ça, c'était l'équilibrage que j'avais fait pour la version normale du jeu, qui est une version quand même, alors pas pour des joueurs hardcore, très gros joueurs, mais qui est une version, quand même, il faut s'y connaître un petit peu pour y jouer. Et donc cette version, et en bas, on a un autre écran. Alors vous voyez, en fait, c'est beaucoup plus simple, le rappel des règles est beaucoup plus simple. En fait, même une partie n'est pas nécessaire, puisqu'en fait, c'est le rappel des forces. Et ça, c'est pour la version découverte du jeu, qui est une version qui est vraiment d'initiation, où j'ai mis le potard encore plus bas, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose où c'est beaucoup plus simple que la plupart des jeux de société auxquels on joue actuellement. La plupart des jeux de société, alors à part le Uno, mais la plupart des jeux de société, il faut quand même un petit peu comprendre les mécaniques de jeu, les relations, comment gagner, etc. Là, c'est encore plus simple que ça.
mais malgré tout, il y a quand même quelques règles à rappeler. Et donc, en game design, il faut se poser la question de ce qu'on veut créer comme sensation de jeu, et notamment, si on crée un jeu très simple à jouer, il ne faut pas qu'il soit non plus... il ne faut pas qu'on ait fait le tour trop vite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la capacité pour le joueur à faire des découvertes et puis à personnaliser son personnage au fur et à mesure des aventures. J'ai des gens qui y jouent à fur depuis des années, toujours avec les mêmes personnages. Donc il faut quand même qu'il y ait de la variété et une richesse de l'univers. Donc ça demande un équilibrage entre l'accessibilité du système de jeu et la richesse que le système permet. Donc voilà, donc là, alors, vous voyez, cette illustration, je l'ai faite pour une exposition sur Néandertal au Muséum d'histoire naturelle il y a quelques années de ça. Et en fait, ça reprend, je m'étais un peu amusé personnellement à reprendre un peu des personnages dotés de certaines forces, donc ils sont liés à certains animaux. Oui, c'est pour ça que du coup, je le mets là, parce qu'on voit qu'en fait, tout ça c'est les Néandertaliens, mais il suffit en fait d'en mettre un avec une parure de plume et l'autre avec une cape d'ours, et en fait, ou de loup, et en fait, l'allure change. Et c'est ce qui est amusant de s'imaginer, d'explorer, c'est que là on est sur un imaginaire de la culture préhistorique qui n'est pas figé, et de donner en fait à interpréter à des gens qui vont se le prendre en main, eh ben, ils vont en faire une gamme de possibilités. Et ils vont souvent, en fait, c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire, ils vont souvent sortir des propositions simplistes qu'on peut avoir en tête au départ. Mais on va y revenir après dans la dernière partie. Donc ça, c'était les forces. Alors l'équipement, qui est une chose importante. Et là encore, ce que je vous disais tout à l'heure, donc j'ai un instant, par rapport à l'esthétique d'un homme préhistorique ou d'une femme préhistorique. L'idée du jeu, et ce sur quoi on a eu beaucoup de travail à faire au départ, c'était de sortir de cette image des hommes singes. Parce que quand on dit la préhistoire, en fait, plein de gens ils ne savent pas de quoi vraiment on parle. Ils pensent au film La Guerre du Feu peut-être, ou ils pensent à des sortes de ce qu'on voit dans les pubs avec des mecs qui se font écrabouiller par des dinosaures. Mais en fait, c'est très riche. Et il y a plein de périodes à la préhistoire. Et à la période que du coup on traite, on n'est plus du tout sur les hommes singes, bien entendu. On est vraiment sur des hommes et des femmes qui ont notre allure, pour les sapiens en tout cas, les Néandertaliens un peu différents, mais en tout cas avec des cultures complexes, avec des parures, avec des traditions. Et une partie importante de la mise en image dans le jeu, c'était justement de montrer, de sortir, de prendre les gens qui allaient s'emparer de cet univers pour les extirper des idées reçues, notamment sur l'aspect esthétique, tous ces personnages-là. Donc là, par exemple, on a ces gens qui sont des pêcheurs avec des vêtements en peau de phoque, vous voyez, qui sont assez jolis, quoi. Et puis là, on a ces Néandertaliens avec des capes de plumes de vautour, d'ailleurs qui sont attestées, puisque ces capes de plumes de vautour, on avait une reconstitution en fait, faite par un chercheur anglais qui travaille à Gibraltar, qui avait reconstitué justement une cape de plume, on le voit poser avec une cape de plume de vautour. Donc ça, c'était un... Alors, dans le jeu de rôle, les personnages sont définis par leurs caractéristiques, par leur pourvure, par leur totem, mais aussi par tout leur équipement. Qu'est-ce qu'ils décident d'emporter à l'aventure? Est-ce qu'ils vont prendre des armes? Il vaut mieux qu'ils en aient un petit peu. Est-ce qu'ils vont prendre par exemple des pigments? Est-ce qu'ils vont prendre des corps? On sait que, alors, il faut se poser la question, est-ce qu'il y avait déjà des corps à l'époque? Oui, il y en avait. Et tout ça. Et donc, tout ça donne, on a besoin de documenter tout ça. Et la difficulté après, c'est que bien sûr, dans les règles, il faut expliciter, avec la spécificité d'être assez fidèle à l'archéologie. Moi, j'ai tenu à être le plus fidèle possible à l'archéologie, même si, on va y venir, j'ai un petit peu dévié sur certains points. Mais, par exemple, j'ai dû un peu, faire une liste de tous les outils qu'on pouvait trouver, le racloir, le burin, etc. Voilà. Donc, pour quand même qu'on puisse, tous les percuteurs et tout, qu'on puisse comprendre la manière de vivre de ses ancêtres. Alors, le cadre de jeu, c'est celui-ci. Je ne l'avais pas proposé au tout départ, parce que comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai fait les toutes premières versions de Wurm, l'idée c'était inspiré de ma BD Vouna, mais j'avais pas envie que les gens jouent vraiment dans le monde de cette BD,
parce que c'était une œuvre littéraire pour moi dans d'une partie, et puis il y avait ce monde ludique, et mon envie c'était que les gens qui allaient jouer à Wurm se créent leur propre cadre de jeu, dans un univers préhistorique, soit fantasmatique complètement, soit inspiré de la préhistoire réelle. Mais finalement, il y a des demandes qui étaient vraiment incessantes pour justement proposer un cadre clé en main. Et puis, je me suis dit quand même que c'est vrai que du coup, ça valait le coup de prendre appui sur un peu toutes mes créations pour donner quelque chose d'un peu cohérent. Et finalement, donc, en marge du livre de base, j'ai proposé les terres ancestrales, qui sont cet univers que vous connaissez tous. Alors, vous ne reconnaissez peut-être pas. Vous ne connaissez peut-être pas ce que c'est, mais si je retourne la carte, vous reconnaissez mieux qu'il s'agit de la France. Mais donc le sud de la France, mais à l'époque glaciaire. Donc bien sûr, les lignes de côte ne sont plus du tout les mêmes que maintenant, puisque, même si on n'est pas au plein glaciaire, on est quand même à une ligne de côte qui peut être jusqu'à 100 mètres plus loin, enfin plus bas, avec de l'eau 100 mètres plus bas, donc la ligne de côte qui peut être des kilomètres plus loin. Donc tout est à peu près là, je me suis basé sur des cartes le plus précises possible. J'ai quand même inventé ce lac, le lac des Brumes, là qu'on voit tout à gauche, là, qui correspond à la place de Bordeaux, à peu près, un peu plus, qui remonte vers le nord. Ce lac n'existait pas, bien entendu, mais je l'ai mis parce que j'en avais besoin. Mais sinon, tout le reste, toutes les lignes sont vraiment les bonnes. Et ça permet en fait de jouer dans un univers de fiction, puisque là on est vraiment, on va avoir de la magie et tout ça, mais où on peut s'inspirer, et c'est ce que je fais dans pas mal de scénarios, notamment de sites. Il y a beaucoup de scénarios qui ont été publiés pour le jeu, des scénarios, c'est-à-dire des aventures à jouer, vraiment qui prennent appui sur des sites, comme par exemple la grotte du Mas d'Asile, ou que sais-je, plein d'autres. Donc cette mise en scène de la France paléolithique, elle prend appui sur l'archéologie, et elle va justement essayer d'être, on va dire, cohérent avec l'archéologie, mais de proposer quelque chose qui aille un peu au-delà, justement pour que, en game design, là c'est encore une question importante, pour que les joueurs qui sont en train de jouer dans Wurm se disent pas « Oh là là, mais si je fais n'importe quoi, je joue pas dans l'univers vraiment préhistorique, sérieux, et donc je fais quelque chose de pas canonique, vous voyez. Et ça, c'est le pire truc qui puisse arriver, c'est-à-dire que vraiment, c'est un tue-l'amour complet. Il faut surtout pas qu'il y ait cette sensation-là, il faut surtout pas que les joueurs aient l'impression qu'il faut qu'ils lisent l'encyclopédie avant de pouvoir commencer à jouer. Donc ce qui est important, c'est de leur donner une base en fait, sur laquelle ils puissent dire bon, ben voilà, je comprends un peu l'univers qu'on me propose, mais qu'ils puissent tout à fait très rapidement percevoir qu'ils peuvent s'affranchir on va dire, de la rigueur archéologique ou paléontologique pour rêver. Et c'est l'idée justement d'avoir cette inspiration des contes, des légendes et tout ça. Là par exemple, vous voyez qu'en fait, ça c'est donc des images qui sont extraites du bestiaire du jeu. Et voilà ce qu'on va pouvoir mettre en scène. Alors c'est une fraction, hein. Mais là vous voyez, quand tout en haut on a un fameux ours des cavernes, avec les crânes d'ours des cavernes qui sont bien connus, qu'on en retrouve des dizaines, notamment dans la grotte Chauvet, l'ours des cavernes qui a disparu, hein, donc ça c'est un animal disparu qui est important, mais il y a d'autres choses. Donc parce que je présente du coup tout un bestiaire d'animaux préhistoriques qui sont réels, dont on a vraiment les vestiges, hein, les hyènes des cavernes, les lions des cavernes, etc., tous ceux qu'on trouve encore maintenant, hein, aussi. Mais je vais au-delà, et là par exemple on a, alors vous voyez ici, donc en bas à droite, on a cette figuration des Elasmotherium. Alors, il pouvait en subsister quelques-uns, hein, il y a environ 50 000 ans. En réalité, ils étaient plus dans les steppes, on va dire, de Sibérie ou du Caucase. Mais en tout cas, c'était une créature. Alors, on ne sait pas si la corne était aussi pointue que ça. On l'appelle la licorne de Sibérie. Mais voilà, c'est une créature un peu semi-légendaire. En réalité, c'est un animal qui a existé. Par contre, on ne le trouvait pas dans le sud de la France. Mais je me suis dit, voilà, c'est une licorne, c'est important, et c'est un animal qui est déjà un peu fabuleux. Il est archéologique, mais il fallait paléontologique, on va dire, mais il n'est pas archéologique.
Et puis après on va au-delà. Par exemple, on a tout en bas à gauche là, on a ce fantôme. C'est capital, là encore, quand on veut mettre en scène l'imaginaire de la préhistoire, de comprendre que le joueur ressente l'importance des inhumations. C'est quand même une des choses les plus importantes de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire le moment où on commence à donner une sépulture finalement. Donc, que ce soit mettre en terre, ou que ce soit par exemple de faire une crémation ou quoi, en tout cas de donner une sépulture à un défunt, ça a un sens profond, et il faut qu'en game design, les joueurs soient tentés d'avoir envie de le faire pour être dans l'univers. Et pourquoi ? Et bien parce qu'on pense quand même que la plupart des sépultures, même si c'est pour honorer les défunts, c'est aussi pour empêcher que l'apparition de revenants, par exemple. Et dans le jeu, donc, du coup, les revenants, ils existent. Il y a les revenants, il y a les fantômes, etc. Et le fait de mettre en scène cet imaginaire, justement, du culte des ancêtres, en fait, qui est juste une extension du culte des ancêtres, ça permet donc à la fois de donner un petit peu plus de densité à l'univers, mais aussi ça permet de stimuler un comportement de jeu qui est celui de la nécessité de faire des sépultures pour les défunts. Et je dirais même plus aussi, par exemple, pour les animaux, un chasseur, dans le jeu, un chasseur qui vient de tuer une proie, par exemple, il sait que s'il n'adresse pas une sorte de petite oraison funèbre à la proie qu'il vient d'abattre, pour l'honorer, pour la remercier, potentiellement, il aura un fantôme, le fantôme du bouquetin ou quoi, qui va venir le pourchasser. Donc voilà, c'est des petites astuces qui à la fois induisent un peu l'univers et donnent des pistes un peu ludiques. Voilà, donc ça c'était le développement de la gamme. Alors comme je vous disais, il y a eu donc plusieurs livres qui sont sortis avec des recueils de scénarios, c'est-à-dire en fait d'aventures prêtes à jouer. Là c'est sorti il y a 3 ans, je crois. Voilà. Dans 2021, on aura 4 ans déjà. Ouais. Voilà. Et on en a d'autres encore qui sont en préparation. Donc expérience et découverte. Donc découverte, c'est la version vraiment friendly, familiale, pour vraiment jouer en famille, avec des amis ou avec des enfants. Des scénarios très courts, des histoires qui durent le temps d'un film, à peu près 2 heures, et une suite en fait, comme une série en fait, pour jouer toute une aventure complète dans ce monde de jeu. Vurm Experience, on va y revenir à la fin, mais c'est une expérience parce que je vais explorer d'autres façons de jouer à Vurm, et notamment pour tout ça, à nouveau, pour essayer d'être d'affiner cette perception de la préhistoire, notamment en jouant en tête à tête avec juste un seul joueur, mais aussi par exemple en jouant des conflits tribaux, des enjeux, des histoires de politique tribale. Et aussi, donc là on a un loup sur la couverture, puisque l'idée c'était de permettre aux joueurs de jouer non seulement des Homo sapiens modernes, et des Néandertaliens, mais aussi, pourquoi pas, des loups. Puisqu'on sait qu'à cette période-là, on a les premières pré-domestications. Alors c'est plutôt du commensalisme à l'époque que de la domestication probablement, mais on sait qu'on a des toutes premières formes de chiens, de semi-chiens-loups qui apparaissent il y a environ 30 000. Donc là, c'était intéressant d'explorer la manière d'interpréter un loup, puisque en fait, on a quand même un mode de vie qui est pas proche. Enfin, on est quand même sur du chasseur. Voilà, en tout cas, les humains de l'époque sont probablement un peu en compétition avec les loups parce qu'ils chassent les mêmes proies. Cette compétition qui va se transformer petit à petit en une collaboration. Et donc, expérience intéressante d'essayer de jouer des loups. Alors, donc là, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais des mécaniques de jeu, là encore, pour gérer les spécificités à la fois du contexte du loup dans l'ère glaciaire, mais aussi de comment c'est que d'interpréter un loup à une table de jeu. Bon, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est là pour le coup, ça nous emmènerait trop loin. Donc, voilà, dernière partie en fait, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les choses qui sont finalement qui dépassent ce qu'on avait prévu au départ de faire. Parce que quand on crée un jeu, quand on crée une fiction, c'est le cas aussi, puisque chacun
chacun qui lit une fiction, que ce soit un roman ou une BD, il y amène autant que ce qu'il y puise. C'est là qu'on se rend compte des gens qui sont venus me voir en dédicace de BD qui me disent ah j'ai pensé ça et ça et ça de ma lecture. Et il y a des choses qui clairement ils y étaient à peine, quoi. Mais vraiment eux par contre ça les a beaucoup touchés. Et c'est des choses, bon bref. Donc ça va un petit peu au-delà. Il y a toujours une manière en fait pour les joueurs et pour les lecteurs de s'approprier une matière fictionnelle pour en faire leur propre création.